Voilà, bonjour à tous. Merci Isabella pour avoir placé la barre haute pour ton animation. Tu me diras quand je vais mourir que j'ai le temps de m'organiser, parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Donc j'aimerais bien savoir. Voilà, donc après avoir prédit, il faut évidemment prévenir. Prévenir jusqu'où? C'est le thème que nous a imposé Guy Valencien cette année. Je remercie de prendre le risque de me confier l'animation de cette table ronde. Vous me direz, à côté de l'année dernière où il m'a imposé le bioterrorisme comme thème, tout a l'air relativement à ma portée. Voilà, en plus, j'ai la chance d'être entouré de personnalités aussi prestigieuses qu'incontournables dans notre système d'éco-santé. On a une super table ronde, j'espère qu'on ne va pas dépasser. Sinon, Guy, tu peux annuler la table ronde suivante si jamais on dépasse. Alors, le thème de cette table ronde, c'est jusqu'où prévenir. C'est vrai que de nombreux rapports ont montré que la France était un petit peu la dernière de la classe en Europe sur le plan de la prévention. Maintenant, est-ce qu'il faut croire ces rapports? On est les premiers en reste à charge, ça on le savait, mais ce n'est pas le sujet. Donc, avant de savoir jusqu'où il faut prévenir, il faut peut-être commencer par le début. C'est vrai que la prévention, ce n'est pas évident, surtout dans certaines pathologies où on n'a pas de signe clinique. Un diabétique, pour un diabétique, son problème, c'est juste un chiffre sur un bilan biologique. Il n'y a pas de changement, ça ne lui change pas son humeur. C'est pareil pour le tabac, c'est pas la même chose pour l'alcool. C'est pour ça qu'en cardio, c'est souvent difficile de prévenir. On va commencer par, puisqu'on est en minorité, David, je vais vous poser la question à vous en premier. Alors, vous êtes directeur général de chez Malakoff Humanis. On a une particularité en France, c'est d'avoir un système un peu hybride. Oui. Public, privé. Est-ce que c'est un plus pour la prévention? Je dirais pas ça, c'est un plus pour le reste à charge. Vous avez une minute. Hein. Oui, ça va être chaud. On a un plus pour le reste à charge puisque avec moins de 300 € par Français, on est probablement le pays le mieux classé sur ce sujet-là. Par contre, le compte n'y est pas sur pas mal d'autres sujets, en particulier la prévention. Alors juste deux mots, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocat, je suis ingénieur, je fais de la tech depuis tout petit. Et la data science et de l'IA, donc l'intelligence artificielle, depuis à peu près une dizaine d'années. Et le premier sentiment que j'ai, c'est que je n'ai toujours pas compris ce complexe, voire cette hostilité vis-à-vis de la tech en France, d'autant plus quand il s'agit de la santé et quand il s'agit de data. Ça, c'est ma première remarque. Avec peut-être derrière tout ça la notion de protection de l'individu, donc on l'a évoqué là, qui est nécessaire, etc., mais qui ne doit surtout pas empêcher d'utiliser le potentiel de la donnée, voire remplacer l'humain, et notamment donc, les médecins. Je pense que sur ce débat-là, on a tout faux, et tant qu'on ne sera pas donc, rassuré sur ces sujets-là, on ne pourra pas utiliser le potentiel de la technologie. On ne fera pas de prévention, et je pense de prévention personnalisée, passée à l'échelle, sans utiliser la tech et sans utiliser la data. La prévention ne peut être que personnalisée. Voilà. Et quand on dit donc data, c'est bien sûr des données de santé, qu'elles soient médicales, biologiques, mais également des données environnementales, socio-économiques, professionnelles, etc. Voilà. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on a encore une méconnaissance des déterminants, d'où ce fantasme de la prédiction, auquel je n'y crois pas du tout, pour différentes raisons, et si on a le temps, je pourrais vous expliquer pourquoi. Mais déjà, avant de vouloir prédire le futur, analysons de manière intelligente le passé. Voilà. Et on a la chance, en France, d'avoir des bases de données probablement uniques au monde. Je pense au SNIRAM, la base médico-administrative de l'assurance maladie, je pense au PMSI, hôpital, je pense aux bases de l'INCA, consolidées avec les bases des organismes complémentaires, santé complémentaire, absentéisme, environnement professionnel, etc. On a une capacité data sans équivalent au monde. On va en parler tout à l'heure. Je vous avais dit 2 minutes, vous avez déjà dépassé. On parle évidemment je disais tout à l'heure que c'était difficile de sensibiliser les gens. C'est vrai que jusqu'à présent, franchement, les campagnes de prévention, ça ne marche pas très bien. Mais ça ne marche pas très bien parce qu'elles ne sont pas personnalisées. Donc on peut faire de la prévention primaire à coup de communication, etc. C'est important, ça concourt à l'éducation. Il faut le faire. Continuer dans la médecine scolaire, on pourrait parler de la médecine du travail où il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas suffisant. Je pense que si on veut passer à l'échelle donc la prévention personnalisée, alors on parle des visites 25, 45, 65 ans. C'est super. Donc ça fait à peu près 2 millions de personnes. Donc 2 millions de personnes sur un dispositif de dépistage qu'on monte pour certains de nos clients, c'est à peu près, on va dire, 2 milliards d'euros. Voilà, complet. Hein, ce n'est pas juste une visite avec un médecin généraliste, quelle que soit la compétence de ce médecin généraliste. On ne va pas y arriver. Et puis la prévention, ce n'est pas 25, 45 et 65 ans. Qu'est-ce qui se passe entre ces 20 années? On a le temps de mourir, selon Nicolas Bouzou. Donc évidemment, la prévention personnalisée doit s'appuyer au quotidien sur l'analyse des datas.
On a la capacité de faire des algorithmes de détection, de définition d'un profil de risque et de proposition d'actions de prévention. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qu'on fait chez Malakoff, puisqu'on vient de communiquer sur un service qui s'appelle Bilan Cardio, où c'est exactement ce qu'on vous propose, et je peux déjà vous dire qu'on a sauvé des vies. Sauf que l'on est dans un contexte un petit peu particulier, un contexte de crise, peut-être de précarité, de pauvreté qui s'annonce. C'est pas encore plus difficile, Dominique Stoppa-Lyonnet, de faire de la prévention sur une personne pour qui la prévention, c'est franchement, ça devient un peu secondaire? Comment dire? La prévention, alors peut-être je peux essayer de prendre l'exemple du cancer qui, je trouve, est un véritable paradigme pour l'exercice de la prévention, parce que c'est la prévention primaire. Vous avez évoqué prévention sur l'alcool, le tabac. C'est aussi la prévention secondaire, c'est le dépistage. Aujourd'hui, on a mis en place dans notre pays un dépistage organisé pour les cancers du sein, du côlon. Ça ne marche pas très bien. Pour le cancer du côlon, j'ai regardé un petit peu les chiffres, c'est 30% des personnes qui acceptent de le faire, et avec une très grande disparité des territoires. Et une chose qui est très amusante, j'ai regardé le meilleur élève, c'est l'Ille-et-Vilaine, avec 45% d'adhésion à ce dépistage. Et puis les plus mauvais, c'est la Guyane, mais c'est aussi Paris. Et donc là, on peut s'interroger parce que les conditions de santé, Paris et la Guyane, c'est très différent. Donc ça nous dit aussi que je dirais les facteurs de non-adhésion au dépistage sont sûrement extrêmement complexes et il faut travailler dessus. Et pourtant, le cancer du côlon, enfin, le dépistage du cancer du côlon, c'est à la fois une prévention secondaire, détecter un cancer tôt, et puis une prévention également primaire, puisqu'un polype qui saigne, ça permet de l'enlever et d'éviter un cancer. Et puis, le cancer aussi, enfin les prédispositions au cancer, là c'est mon sujet, vous me tendez une perche, et c'est la notion de médecine prédictive personnalisée. Alors, vous dites, vous n'y croyez pas, mais en même temps, finalement... Cette fameuse médecine 4P. Alors, la médecine 4P, effectivement, alors on peut faire le lien comme ça avec la table ronde précédente, qui est très importante. Donc, 4P, c'est prédiction. On pourrait d'ailleurs le substituer au mot prévision. On peut discuter, les deux mots ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est prévention, ce qui nous occupe, c'est personnalisé et c'est participatif. Et donc ces quatre éléments sont extrêmement importants. Et je dirais que le début de cette matinée est très centré sur la notion de participation. On a parlé de la démocratie en santé. Il ne faut pas que ce soit un vain mot. L'idée est vraiment que ce soit la réunion de toutes les parties prenantes, les professionnels, les patients, mais pas les patients, parce qu'il s'agit, là on est dans la prévention, de considérer l'ensemble de la société. Et donc nous sommes tous à risque de telle ou telle maladie. Et peut-être pour revenir donc sur les prédispositions au cancer, où on a vu au cours de ces 20 dernières années des approches formidables, des progrès formidables, eh bien, il n'empêche beaucoup de travail. On a des capacités formidables de séquençage des gènes, d'ailleurs c'est pour l'ensemble du génome, et pour revenir aussi sur ce qui a été dit dans la table ronde précédente, on a parlé beaucoup de technologie. La technologie, elle est essentielle, elle nous drive, mais la difficulté aujourd'hui, et je dirais le challenge, c'est de transformer pour la génétique, la génomique, des données de séquences en information médicale. Là, il y a un petit pas à franchir, et c'est l'importance de l'accumulation des données, à la fois cliniques et génétiques, etc. etc. Audrey Dervelois, Dervelois, j'ai bien dit, vous êtes médecin. Vous êtes médecin, vous êtes depuis peu président de Sanofi France. C'est vrai que quand on pense à l'industrie pharma, on pense plus à curatif que préventif. Quel est le rôle finalement de l'industrie qui a peut-être changé, qui a peut-être évolué ces dernières années ? Je pense qu'on est vraiment vu comme du curatif, alors qu'on devrait être vu à la fois comme du curatif, il n'y a pas de sujet, mais aussi comme du préventif. On est tous à proposer des solutions médicamenteuses, mais aussi des solutions plus globales autour du parcours patient, sur du préventif. Donc c'est bien le problème, en fait. Pourquoi on n'est pas entendu? Pourquoi on n'est pas invité aussi dans les plans de co-construction? Vous disiez, on a besoin de tout le monde. On voit bien aujourd'hui que les industriels et le contexte, l'actualité montre bien qu'il y a vraiment un problème de positionnement de l'industrie pharmaceutique où on est vu comme un coût pour la société au lieu de voir un investissement.
Donc si je reviens sur les médicaments, on prend le vaccin. On a des vaccins aujourd'hui qui permettent de désengorger les hôpitaux. Qu'est-ce qu'on fait de plus pour accélérer l'accès à ces vaccins et être sûr que les professionnels de santé, et donc les patients aussi, vont pouvoir bénéficier de cette prévention. Donc vous avez sûrement vu sur la bronchiolite, on parle de 35 000 hospitalisations chez les moins de 1 an à chaque saison. C'est 116 millions tous les ans. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il est quand même temps à un moment qu'on soit invité à la table, qu'on participe et que nos médicaments soient vraiment considérés comme une innovation dans la prévention. Et puis, c'est vrai que quand vous imaginez un produit médicamenteux, il va sortir souvent 10 à 12 ans plus tard. Donc vous êtes un petit peu obligé de voir les choses, de voir l'avenir à long terme. Oui, et du coup, c'est des investissements massifs à long terme, donc c'est de l'anticipation, c'est pas visible, c'est pas reconnu, et là je me fais le porte-parole de tout le monde dans la salle aujourd'hui. On aimerait bien que ces investissements soient reconnus. On a des investissements aussi en France. Si je prends la plateforme ARN Messager à Lyon, on est en train d'investir plus de 900 millions jusqu'à 2026, donc on aimerait bien que ces investissements qui sont du long terme, la prévention, c'est pas, ça a été dit aussi dans la table d'avant, c'est pas quelque chose où on voit les effets au bout de 2 mois. Donc nous, industriels, on investit massivement, le mieux qu'on peut en France, et on aimerait bien que ça soit reconnu en tant que tel. On a compris que vous étiez la représentante de l'industrie. Alors le hasard fait bien les choses quand même, puisque vous arrivez d'Irlande, et j'ai Anne-Marie Baird qui est là. Bonjour Anne-Marie. Everybody. Voilà, qui nous parle. Bonjour à tous. En Irlande. J'ai discuté avec elle une petite heure avant-hier. L'accent irlandais, c'est très sympa, mais pour le parigo, c'est un petit peu plus compliqué, mais on s'en est sorti quand même. Donc vous présidez la Lung Cancer Europe. Yes, that's correct. Okay. So Donc Lung Cancer Europe is a non-profit umbrella organization. Oui, c'est une organisation non lucrative. Yes, European. Okay. Donc vous avez une vision peut-être un peu plus globale de la prévention en Europe. Est-ce que vous voyez des différences flagrantes d'un pays à l'autre en Europe? Oui, quelquefois il y a des différences entre les pays européens. La façon dont le système de santé est organisé et comment la sensibilisation et l'éducation est organisée autour des facteurs de style de vie et l'impact qu'ils peuvent avoir sur le risque. Mais je pense que les autres orateurs, et c'est ce qui se passe, c'est quand vous êtes le dernier orateur dans cette table ronde, je pense que les autres orateurs ont déjà parlé des sujets, on voit les différences, que ce soit des campagnes personnalisées, parce que je pense que les campagnes de personnalisation est extrêmement importante, et également le rôle des données, des data. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit David et Dominique également concernant le dépistage. Certains pays font mieux que d'autres en ce qui concerne le dépistage. Ils mettent en place des programmes de dépistage et ils obtiennent un bon niveau de participation. Donc ces éléments varient selon les pays. Même à l'intérieur des pays, dans les régions des pays, il y a une variation. Et Audrey, en ce qui concerne les entreprises pharmaceutiques, ils ont un rôle curatif. Mais les gens doivent pouvoir avoir accès à ces vaccins. Et on peut dire la même chose pour les médicaments et pour avoir accès également à ces médicaments. De mon point de vue, lorsqu'on parle de la prévention, je pense que la prévention en elle-même est un mot difficile, puisque les gens sont rassurés, trop rassurés. Ils pensent que s'ils ne suivent pas toutes les lignes directrices, qu'ils ne seront pas à risque. Puisqu'il faut parler plutôt de réduction de risques plutôt que de prévention, puisque les gens doivent être conscients des risques qui peuvent les confronter. Par exemple, si quelqu'un, pour éviter le risque de cancer, les gens doivent parler plutôt de réduire les risques. Parce que sinon, les gens disent oui, ben, si je fais tout ce qu'il faut, je ne tomberai jamais malade. Donc, si au contraire, il se trouve quelque chose qui ne va pas, j'espère que cela a un sens pour vous. Des maladies qui sont plutôt évitables, d'autres qui le sont moins. C'est vrai que c'est plus facile pour vous. Vous êtes spécialiste du cancer du poumon. Dominique, vous plutôt du sein, etc. Est-ce que
la prévention n'est pas la même quand un cancer peut être évitable. Par exemple, le fumeur, hein, d'arrêter de fumer, on peut prévenir la plupart des cancers du... Est-ce que cette prévention est différente pour une maladie évitable ou non évitable? Je pense que cela dépend à qui vous posez la question. Il y a des avis différents. Pour moi, du point de vue de la cancer du poumon, il est très important, bien sûr, de souligner l'importance de la style de vie, mais tout le monde qui fume ne va pas avoir un cancer du poumon. Donc, il faut comprendre que l'utilisation du tabac est addictif et quelquefois, c'est utilisé comme un soutien, que les gens utilisent cela pour pouvoir survivre dans la vie. Et là, vous parlez d'une addiction. Nous savons qu'une addiction est quelque chose de très difficile à éliminer. Et il faut fournir plus de soutien pour aider les gens à surmonter ces problèmes d'addiction, pour éviter qu'ils commencent à fumer dès le départ et pour les aider à arrêter de fumer ou pour réduire le nombre de cigarettes qu'ils vont fumer. Mais c'est un domaine très complexe. Pourquoi est-ce que les gens font certaines choses? Pourquoi est-ce qu'ils font certains choix? Ce n'est pas facile à analyser. Et en ce qui concerne le cancer des poumons, en ce qui concerne la prévention du cancer des poumons, c'est une déclaration un peu bizarre puisque la pollution de l'air peut avoir un impact également sur le cancer du poumon, l'exposition au radon également. Et si on ne parle que de fait de fumer, vous n'allez pas aider les 10-15% qui vont avoir un cancer du poumon qui n'ont jamais fumé dans leur vie. Donc, il faut faire très attention lorsque vous parlez de prévention et lorsque vous parlez des facteurs de risque concernant les cancers. Donc, cela s'applique à tout le monde. Elle est différente en fonction de la maladie. Le cancer du sein, il est plutôt héréditaire, plutôt. Hein, je suis cardiologue. Rarement. Ah bon, alors d'accord. Bien fait d'être cardiologue. J'ai bien fait d'être cardiologue. Donc, il y a des cancers qui sont plus faciles peut-être à sensibiliser la population. Oui, dans le cancer de la prostate, est-ce qu'on peut prévenir faire des campagnes de prévention? Je ne pas avec Guy Valencien, surtout à propos des cancers de la prostate et du dépistage, parce que c'est un gros sujet. Il n'est pas dit que le dépistage, c'est le gros débat du cancer de la prostate, apporte un bénéfice. Je pense qu'il faudrait faire une table ronde sur le sujet. Sur les cancers du poumon, c'est très juste, bien sûr, évidemment, c'est un grand spécialiste. Ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a pas que le tabac, mais il n'empêche quand même que le tabac est un facteur majeur de cancer du poumon, et donc il faut faire en sorte que les personnes ne fument pas. Et c'est vrai que c'est désespérant. Les campagnes anti-tabac ne sont pas d'une grande efficacité. Et sur le cancer du sein, on est là, il y a des facteurs de risque qu'on est en train d'identifier, mais il y a des facteurs de risque bien sûr qui sont génétiques, avec un risque très élevé. Ce sont les tests BRCA, c'est Angelina Jolie en quelque sorte. Et là, on est dans une démarche de prédiction de risque et de suivi très particulier qui commence à 30 ans, voire avant 30 ans. Et puis, c'est la discussion même de la chirurgie mammaire prophylactique, qui avait fait dire, j'entends encore Axel Kahn me dire, mais c'est le degré zéro de la médecine, de faire une chirurgie prophylactique mammaire. Il n'avait pas tort. Mais aujourd'hui, dans certaines situations familiales extrêmement graves, ou même devant maintenant toute altération personnelle, c'est quelque chose que l'on doit discuter, qu'on ne recommande pas, parce qu'il y a quand même des moyens de détection extrêmement précis. Donc voilà, il y a une prise en charge pour ces femmes à haut risque qui représentent moins de 5% des femmes atteintes de cancer du sein. David Giblas, on parle beaucoup de prévention primaire, prévention secondaire. Est-ce qu'il faut partager les tâches, que différents acteurs s'occupent de tel ou tel type de prévention? Dominique a parlé aussi de prévention même tertiaire tout à l'heure. La distinction est pas si nette, parce qu'il y a aussi le tertiaire. Donc l'idée, c'est quand même vous donner les moyens de comprendre quels sont les comportements importants pour que vous viviez bien et vieux si possible. Ça, c'est pour moi le primaire. Le secondaire, c'est identifier des facteurs de risque, donc détecter la maladie qui se cache quelque part. Le tertiaire, c'est faire en sorte, une fois que la maladie arrive, que le traitement fasse son effet et que vous ne rechutiez pas. Voilà. Donc tout ça, en fait, fait partie du même sujet, à savoir prolonger la vie en bonne santé, sachant qu'on stagne depuis plusieurs années à 65 ans, 64 ans, comme vous le savez. Jusqu'à présent, c'est plutôt l'assurance maladie qui s'occupe de la prévention primaire et peut-être les assurances complémentaires qui s'occupent de la prévention secondaire. C'est un peu ça. Donc je pense qu'on est resté aussi dans un découpage des rôles entre touchez pas au primaire,
et essayer. Et ce que vous faites sur le secondaire, ça peut être intéressant, mais là aussi, on raisonne plutôt par financement. On voit bien d'ailleurs comment les sujets sont traités aujourd'hui. Hein. On pense d'abord financement à ISO-système sans mettre les parties prenantes autour de la table qui peuvent apporter de la valeur et pas que du cofinancement, comme je présentais tout à l'heure avec notre service. Donc je pense que pour moi, la prévention secondaire, on parle dépistage et ça déjà, je pense qu'on a un sujet de terminologie. Nous, on parle plus de bilan de santé, faire un bilan sur où vous en êtes régulièrement en utilisant la tech, je ne reviens pas dessus, en utilisant aussi peut-être des professions qui sont sous-utilisées aujourd'hui, les officines, voilà, la téléconsultation. Les infirmières, qu'elles soient IPA, IDEC, etc., pour qu'on ait déjà en fait finalement un parcours de prévention qui soit piloté par cette première ligne avant de rentrer dans un vrai traitement, médecin généraliste, médecin spécialiste, etc. Donc pour moi, ce n'est pas qu'un sujet de financement, il y a des sujets bien sûr de se décomplexer par rapport à la tech, dans un cadre bien sûr contrôlé, mais également réfléchir à l'organisation et le rôle que les assureurs complémentaires peuvent jouer, parce que nous, on a interaction avec 10 millions de Français, plus de 500 000 entreprises, donc ça, c'est chaque point d'interaction est une occasion de promouvoir les dispositifs, voire d'orienter donc les Français et les Françaises vers les bons dispositifs. Audrey, donc, vous dites que la prévention, c'est l'affaire de tous, donc vous avez su aussi vous associer, faire des partenariats avec, on parlait de tech, hein, avec des sociétés qui travaillent dans la e-santé, que pouvez-vous faire, vous, de plus dans cette prévention? Je ne sais pas si c'est faire plus, c'est déjà, sur l'existant. Non, c'est pas déjà bien, c'est passé, mais c'est de faire sur l'existant. C'est-à-dire que sur la tech, on est cofondateur de Future for Care, où finalement c'est développé cette santé numérique et d'aller là où est l'expertise, puisque c'est l'histoire de tous, effectivement. Donc d'aller chercher les startups qui peuvent aider donc, les patients dans la prévention des maladies chroniques, dans le suivi de leurs maladies, etc. Bien évidemment, on peut faire plus, on peut investir plus, mais il faut que ça soit coordonné. C'est-à-dire que pour cette table ronde, je regardais l'ensemble des actions qui sont faites au niveau affaires publiques et gouvernementales. Enfin, c'est délirant, hein, le nombre de listes avec des super titres, hein, plus pompeux que les uns que les autres, honnêtement. Moi, je ne sais pas les résultats de tout ça. C'est sûrement trop tôt, il faut être juste, c'est sûrement trop tôt, mais est-ce qu'à un moment, on ne peut pas revenir, on en discutait avant, sur aussi le basique et faire sûr que ce qu'on fait, on le fait bien, on se donne les moyens de le faire. Et puis au niveau des budgets, je pense qu'il n'y a même pas de budget fléché sur la prévention. Enfin, je pense que, on a tendance à piloter par les moyens. Je pense que typiquement sur la prévention, il faut piloter par l'usage et l'efficacité de cet usage. En fait. Et je pense qu'il y a un ROI de la prévention, probablement sur de nombreuses années, mais en tous les cas, il y a un vrai ROI, au moins un récalibrage des dépenses pour qu'elles soient plus efficaces. Et là-dessus, on est complètement donc, démunis en matière d'outils de pilotage. Dominique ? Enfin, juste peut-être pour rappeler que moi je ne suis pas si désespérée que ça. Je pense que on parle de prévention depuis tout le temps, mais c'est en train quand même, nous sommes à l'agonie avec nos dépenses de santé, avec la problématique de la démographie, enfin de l'épidémiologie, enfin des maladies chroniques. Il y a de plus en plus de personnes atteintes de maladies chroniques, y compris même parmi les jeunes. Et donc vraiment il y a une prise de conscience. Le fait que le ministère de la Santé s'appelle ministère de la Santé et de la Prévention, je pense que c'est un signe très fort. On parle du plan priorité santé qui a été mis en place en 2018. Enfin bref, je ne suis pas désespérée, mais il faut quand même y aller avec des choses effectivement assez simples. Et à mon avis, déjà la première chose, enfin, la prévention primaire, je dirais, c'est de l'information, mais une information faite avec je dirais une certaine psychologie. Il faut bien comprendre quels sont les rouages qui vont faire qu'une personne va être de façon personnalisée, sensibilisée à une information. Et donc, mais la prévention finalement primaire, fondée sur une information, une éducation à la santé, ça ne coûte pas très cher. Donc il faut, je dirais, miser là-dessus, et puis surtout le reste. Mais pour autant, nous restons dans des pays européens où il y a le plus de fumeurs, de personnes qui boivent de l'alcool, avec 5% de la population en situation de surpoids et près de 17% de personnes en situation d'obésité. Donc ça, c'est ce que c'est. Donc là aussi, je pense qu'il faut continuer. Mais seule la prévention personnalisée avec des parcours pilotés nous permettra justement de faire face à cet enjeu de maladies chroniques dont vous évoquiez tout à l'heure les impacts. Anne-Marie Baird, votre association, c'est une association de patients. Donc pour vous, le patient, évidemment, pour vous, le patient a un rôle clé, évidemment, dans la prévention.
on parle souvent de patient acteur de sa santé. Oui, je pense que cela revient à tout ce que tout le monde a déjà dit, c'est-à-dire qu'il faut revenir vers les bases, aider avec la sensibilisation sur la santé pour que les gens sachent mieux ce qu'ils peuvent faire pour s'aider eux-mêmes. Et le soutien doit être là également, le soutien psychosocial. Quand quelqu'un fait quelque chose qui va représenter un risque de développer une maladie, il faut leur donner le soutien pour les aider à gérer cette situation. Une chose dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, lorsqu'on parle de la prévention, c'est que lorsque vous mettez en place ces campagnes, est-ce qu'ils sont personnalisés ou plus larges? C'est sur le fait que vous devez être certain. Ce qui vous communiquez doit être compréhensible. Et donc, il faut que toutes les communautés qui travaillent sur les maladies, on le voit surtout dans le cancer des poumons, parce qu'il y a un cas d'incidence dans les cancers des poumons, dans les zones où il y a des problèmes économiques. On doit parler plus de faire en sorte que le message soit clair et que la démarche soit adaptée aux populations concernées, parce que cela peut augmenter l'impact. Ce n'est pas seulement question d'organiser des campagnes pour aider les gens à être en bonne santé. On doit personnaliser les messages, on doit adapter les messages aux populations concernées, surtout dans les zones où il y a des problèmes économiques, où les gens, il y a beaucoup de pauvreté. Donc cela va aider dans tous les types de maladies. Il y a un sujet qui est très vrai, c'est-à-dire que si on fait des plans, des campagnes qui ramènent toujours les mêmes citoyens dans le circuit, on va encore laisser les mêmes de côté. Et je pense que ce qu'elle mentionne sur aller sur ces zones défavorisées, c'est super important, parce que sinon on aura toujours les mêmes citoyens qui viendront, parce que c'est ceux qui sont déjà dans le système. Donc la prévention, c'est d'aller chercher ceux qui sont en dehors du système. Et il y a des initiatives qui sont faites, je les connais en Irlande, mais il y en a aussi en France, mais je pense qu'on peut aller plus loin sur comment on ramène dans le système tous ceux qui sont délaissés aujourd'hui. Et c'est là où on aura sûrement, en termes de ROI, le plus gros impact. Et besoin des data. C'est justement la question que j'allais poser. Donc la médecine, c'est vrai, ces dernières années, c'est fortement digitalisé. Donc qui dit digitalisé dit évidemment data qui sont précieux justement pour améliorer cette prévention. Audrey ? C'est précieux, et j'ai l'impression qu'il y a toujours cette peur autour de la data, au lieu de voir les opportunités. Pour revenir un peu sur l'optimisme, on a des bases de données, ça vient d'être dit, il y a toutes les bases de données en France, et il y a le cadre. Enfin, je ne suis pas sûre qu'honnêtement, rajouter encore des cadres, des lois, je pense qu'on a une overdose des lois, et bien sûr qu'il faut protéger la data, mais il y a déjà suffisamment de cadres. Donc maintenant, c'est comment on accélère sur l'utilisation de ces données. Elles sont là, et il faut vraiment maintenant les utiliser. Justement, David, il y a un problème sur l'accessibilité à ces datas ? Sujet touchy. Oui, enfin, aujourd'hui, on travaille tous dans nos couloirs de nage, donc l'industrie pharma, la maladie, l'assurance maladie, les complémentaires, etc. Donc on fait des choses, et je trouve plutôt pointues, et qui fonctionnent, qui ont des résultats. Mais on sait tous que dans la data, la richesse vient déjà de la consolidation de ces différents environnements. Donc aujourd'hui, oui, en France, on a un problème, ça c'est certain. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives, et notamment je pense au EF Data Hub, que nous supportons depuis le début, parce qu'on fait partie des 10 premiers cas d'usage, donc avril 2019, je m'en rappelle encore, donc cas d'usage qui consiste à faire un rapprochement des remboursements de l'assurance maladie et de l'assurance complémentaire avec nos bases de données Malakoff Humanis. Où on en est aujourd'hui, un peu plus de 2 ans, 4 comités CESRES, 2 commissions CNIL, un avis donc en août 2021 qu'on a donc positif, mais qui nous contraint à ne pas avoir accès à ces données chaînées. Voilà, donc on a accepté pour l'intérêt général. Mais oui, on a un problème. Je pense que là, on a une super initiative qui consiste justement à consolider ces données. Mais dans l'usage, on en est encore loin. Et je pense que ce principe de précaution aujourd'hui génère une inertie telle qu'aujourd'hui, après 2 ans et demi, on n'a rien fait. Alors heureusement, en parallèle, on vient de sortir d'autres algos, mais c'est là où je me dis qu'on a un potentiel incroyable. On doit sauver des vies, on peut sauver des vies, et on n'avance pas assez vite. Donc oui, je lance mon cri habituel, qui est libérer la data, avançons, etc., parce qu'il est temps de le faire. Audrey, vous lancez le même cri ? Oui. Oui. Libérer la data. Vous, en tant que chercheur, vous avez
plus facilement accès peut-être à ces data? Enfin, nous, comment dire, pas vraiment plus, mais on a accès au moins aux données que nous générons nous-mêmes. C'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est bien. On ne sait jamais, un jour peut-être que... Alors, sous réserve, bien sûr, qu'on ait tous les consentements, enfin voilà, qu'on est informé. Et au 20e data, vous faites commencer l'épidémiologie? Oui. Non, mais en génétique, c'est crucial de ne pas rester que sur ce qu'on appelle le génotype, les données de séquence. Il faut intégrer le phénotype, donc c'est un gros mot, mais qui veut dire c'est l'individu, c'est la personne, et c'est l'ensemble de ces données. Il n'y a pas de génétique sans la personne et la génétique. Donc, et l'idée, bien sûr, est de tout réunir. Donc c'est essentiel de faire ce qu'on appelle l'épidémiologie, de l'épidémiologie génétique, parce que c'est ce qui donne, comme je le disais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de transformer des données en informations médicales de qualité, utiles pour les personnes. Mais ça reste bien sûr très difficile. On n'a pas, c'est difficile. Alors cette digitalisation, cette e-santé qui progresse et les progrès médicaux, technologiques font qu'on est tous évidemment hyper connectés. C'est bien pour cette prévention, mais ça a certaines limites. Est-ce qu'on peut imaginer que cette prévention peut devenir, voire intrusive? Est-ce qu'on ne va pas se sentir... oui, c'est une excellente question. Se sentir fliqué, se sentir observé. Donc, vous avez raison. Je pense que tout ça ne peut pas se passer sans consentement. Donc là, pour le coup, la loi est bien faite. Il y a RGPD. Donc déjà, avec RGPD, on est quand même bien protégé. Donc on n'a peut-être pas besoin de plus. Mais oui, vous avez raison. Je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. Je veux dire aussi qu'on a la chance d'avoir aussi des briques d'infrastructures qui se mettent en place avec mon espace santé. On imagine très bien que dans cet espace santé, on peut mettre des bilans santé, on peut mettre des informations, des conseils, des recommandations personnalisées pour l'individu. Et je ne parle pas de patient, parce qu'on parle beaucoup de patients. L'objectif, c'est qu'il soit individu avant patient. Donc déjà, l'individu. Et de même, pour toutes les professions médicales concernées dans le cercle de confiance de cet individu, accéder à ces informations pour justement régulièrement faire des actions de prévention ou d'examens médicaux quand nécessaire. Et donc je pense que c'est en arrivant à donner cette transparence, et on revient sur la question tout à l'heure de donner de l'information, mais de l'information utile, compréhensible, qui permette de faire une action derrière, en termes de comportement ou d'actes médicaux. Et ça me paraît essentiel. Et à partir du moment où on prend la prévention sous cet aspect-là, je pense qu'on peut basculer justement dans une appropriation de sa prévention personnelle. D'accord, vous parliez de RGPD, mais quand vous êtes sur votre smartphone, il n'y a pas de RGPD, vous balancez vos données santé. Voilà, donc beaucoup plus au GAFA. Est-ce qu'on peut imaginer que cette prévention sera faite aussi, malgré nous, de façon inconsciente? Je pense pas. Une nouvelle fois, on voit bien sur nos dispositifs qu'on déploie, il y a toujours un consentement éclairé de la personne. Et je pense que c'est essentiel. Pour le coup, c'est essentiel. Après, on pourra se poser la question justement des individus perdus de vue ou en errance thérapeutique, parce que là, on parle de plusieurs millions, entre 8 et 10 millions selon les sources, et sans parler aussi du gradient social, puisque là, au-delà des maladies chroniques, on a un vrai effet de gradient social, et donc il va falloir aller chercher ces personnes-là. Donc là, c'est là où on pourra peut-être, donc avec les pouvoirs publics, définir des dispositifs de ciblage qui soient extrêmement pertinents. Oui. Audrey, donc, on a mis le patient évidemment au centre de la chaîne. Bon, les actions peuvent être multiples, elles peuvent être aussi présentes dans l'entreprise. Et c'est vrai que c'est dans l'entreprise qu'il peut y avoir parfois certaines déviances, certains abus. On a vu aux États-Unis que les employés étaient relativement tracés. On regardait s'ils étaient bien assis, s'ils avaient pris 1 kilo, 2 kilos, s'ils avaient suffisamment maigri. Et le risque de cette prévention obligatoire, c'est pas peut-être soit de stigmatiser une population, soit de la diviser. Dominique ? Oui, il y a un risque, mais je pense que vraiment la loi est très, est très protégeante, quoi. Il y a la notion de ne pas être discriminant. C'est vraiment, il y a une protection sur laquelle il n'empêche, même si la loi nous protège, il faut rester quand même extrêmement vigilant. Après, il y a peut-être, si je me permets, il y a peut-être une chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est la prévention collective qui concerne un ensemble de populations. On n'est plus dans l'individu. J'adhère à ce que vous dites. C'est vrai qu'on peut avoir finalement un message personnalisé. Prévention, mais via un message personnalisé. Mais il y a aussi la prévention collective. L'un des éléments de prévention collective... 4e P, participatif. Alors,
le participatif, ça sous-entend participation de la personne elle-même. Là, c'est la collectivité. Et je voudrais citer, par exemple, la loi E20 de 2007 sur l'interdiction de fumer dans les espaces publics fermés et couverts, c'est le terme de la loi. 15% de diminution immédiate d'AVC, d'infarctus du myocarde. C'est quand même extrêmement important. Et 45% chez les barman qui subissaient la tabagie passive. C'est un excellent point. Je pense qu'on oublie souvent la dimension sectorielle et de pratique professionnelle des individus. Et on voit très bien avec nos clients, quand on monte des programmes de prévention, ça marche très très bien, qui sont spécialisés, parce que de fait, quand vous êtes dans la branche café-restaurant, architecte ou même donc métallurgie, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que ça, on n'a aussi pas suffisamment intégré donc cette dimension-là dans les démarches de personnalisation collective, à savoir sectorielle, qui a là aussi beaucoup d'impact sur les populations concernées. Peut-être la dernière question que je poserai à tous, est-ce que finalement la prévention va coûter plus cher que le curatif? Audrey? Super question. Super question. Non, mais c'est amusant comment elle est posée, parce qu'on aurait pu la mettre à l'envers et de regarder qu'est-ce qu'on va y gagner. Et je trouve qu'on a direct, on a l'aspect coût et on voit la prévention comme un coût et pas comme un investissement. Donc moi, je la renverserais. Je dirais plutôt qu'est-ce qu'on va y gagner, c'est de chiffrer ce qu'on va gagner plutôt que ce qu'on va perdre. Dominique? Moi, je dirais que si aujourd'hui on est au pied du mur avec la prévention, c'est justement à cause de l'explosion des dépenses de santé. Donc c'est un investissement. Et je dirais que c'est un investissement qui n'est pas très cher. Parce que c'est d'abord, c'est de l'éducation. Enfin, il y a une part d'éducation. Je ne parle pas du tout des aspects technologiques, de médecine prédictive, qui finalement ont concerné aujourd'hui un petit nombre de personnes. Mais la prévention primaire, elle est essentielle. C'est l'éducation. D'ailleurs, je citais le plan priorité santé, c'est un plan interministériel. Et donc, ça coûte pas très cher. Mais il faut une véritable volonté politique. Je voudrais juste rappeler que la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes à double sens, là, sans séparation centrale, ça a été un des éléments, enfin ça a été extrêmement mal accepté, parce que ça a été un des éléments du mouvement des Gilets jaunes. Donc, mais l'idée, le point de départ, c'était de diminuer de 400 décès par an sur les routes, plus bien sûr toutes les personnes gravement accidentées. Donc voilà, c'est aussi pour dire que la prévention collective, c'est aussi pas si simple que ça dans l'adhésion de la population. Oui, il y a un ROI de la prévention, c'est certain. Après, l'échelle temps est peut-être pas toujours courte, et je pense qu'il faut être dans cet état d'esprit-là. Après, sur les 15 milliards, selon la Cour des comptes, donc dépensés en matière de prévention, qu'elle soit primaire ou équivalent secondaire, je pense qu'on a les moyens aussi d'utiliser différemment cet argent. Je pense que c'est moins une question de moyens que de pilotage, de l'efficacité et de réel impact de ces moyens. Donc oui, il y a un ROI de la prévention. Donc pour finir, la prévention, c'est une affaire de tous? Définitivement. Oui. Voilà, on a fini à 42 secondes de la fin. Bravo. Magnifique. Merci à vous. Merci beaucoup.